Cet après-midi, nous nous penchons sur le rôle de certaines institutions dans le développement de la conscience historique. Dans un premier temps, les musées. On sait que les musées sont considérés, on l'a vu ce matin, par les gens ordinaires, et nous sommes tous, à un certain niveau, des gens ordinaires, mais pas en regard d'histoire peut-être. Donc les musées sont considérés comme des institutions on ne peut plus crédibles en ce qui a trait à la production et à la diffusion du savoir historique. Bien, même, je dirais, très bien. Mais que pensent les gens de musées de leur propre rôle? Comment perçoivent-ils les défis qu'ils ont à rencontrer? Dans le cadre de deux communications, dont l'une par Michel Côté a pour titre « Grandeur et misère de la fonction muséale » et l'autre par Victoria Dickinson a pour titre « Developing Historical Consciousness Museums », on est amené à se pencher sur certaines questions majeures touchant à la fonction muséale. Le musée raconte quoi, à qui et comment, demande Michel Côté. Questions formulées de manière extrêmement simple, mais qui sont en même temps porteuses d'une complexité incroyable. Et Victoria Dickinson, de son côté, s'interroge en ces termes: What is it that makes museums so trustworthy? On a amené dans le débat certaines informations, certaines données ce matin qu'elle complétera à la lumière de son expérience. Donc, Michel Côté est actuellement directeur général du Musée de la Civilisation à Québec, l'une des plus grandes institutions muséales du Québec et référence muséale à l'étranger. Auteur de plusieurs ouvrages, Michel Côté a joué un rôle important dans l'épanouissement de centres muséaux au Québec et ailleurs, notamment le Centre de conservation et d'études des collections à Lyon. Victoria Dickinson is currently Director and Chief Executive Officer of the McMichael Canadian Art Collection in Toronto. A graduate from Carleton University, she continues to research in the area of visualization, the history of natural history, and the study of material culture. And the Museum of Civilization, whose director is Michel Côté, was an important partner in the Canadians and their past project, while Victoria Dickinson is on the board of the project. Monsieur Côté, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est toujours un peu difficile de parler des musées en un court laps de temps pour un sujet qui est relativement complexe. Ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un portrait global de la muséologie, surtout au Québec, concentré au Québec, en montrant à la fois les points forts, les enjeux véritables, mais aussi un certain nombre de questionnements qu'on peut avoir sur les musées, alors que ma collègue va aller plus au fond des choses, plus précisément donnant la fonction plus historique et le rôle plus historique des musées. Dans le fond, c'est vrai que les musées, l'histoire des musées, l'histoire des historiens en général est une histoire aussi pas nécessairement très simple. C'est pas nécessairement la même vision de la réalité. On est deux mondes complètement différents. Je ne suis pas historien d'abord et avant tout. Je tiens presque à m'excuser devant vous. Et c'est vrai que les historiens qui travaillent avec les musées ont parfois un choc de la réalité, notamment les historiens universitaires, parce qu'ils font des travaux excessivement importants. On a 400 pages de recherche et ils voient tout à coup affiché dans une expo l'équivalent de 8 pages. Hein, et le public trouve que c'est beaucoup de texte. Donc c'est vrai qu'il y a là un premier choc, un premier apprentissage, d'autant plus qu'on explique souvent aux historiens que non seulement il faut bien sûr transmettre des connaissances, mais que les gens ne viennent pas au musée que pour avoir des connaissances, et qu'on peut aussi aborder la réalité autrement que par le savoir pur et dur. On peut le faire aussi par l'émotion, la sensibilité, l'expérimentation, etc. Il y a donc deux mondes qui s'affrontent, et c'est vrai qu'on le fait toujours à partir d'un point de vue. Hein. Donc, il y a un proverbe africain qui dit que tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse continueront de glorifier les chasseurs. Moi, je vais vous raconter des histoires de musées comme muséologue, donc j'avoue effectivement mon parti pris des choses et mon côté très partial dans ce discours. Mais je voudrais aussi, au point de départ, avant même de parler des musées, fixer ce qu'on considère comme un certain nombre de postulats de base
La première chose, c'est que c'est la complexité. Vous allez certainement souvent m'entendre employer le mot. C'est qu'on pense qu'effectivement, que nous vivons non seulement dans un monde complexe, mais que la nature humaine est complexe, que les personnes sont complexes, qu'on peut décrire une personne à la fois sur le plan social, sur le plan psychique, sur le plan biologique, et qu'on ne peut pas rendre compte de la réalité, effectivement, non seulement d'un individu, mais aussi d'une société, si on ne l'aborde pas dans toute sa complexité. Et accepter la notion de la complexité de la personne et de la complexité de la société, c'est accepter nécessairement une approche qui va être pluridisciplinaire. Donc pour nous, c'est vrai que la seule dimension historique ne peut pas être suffisante pour expliquer la réalité. Donc on appelle à la barre des témoins, dans le fond, l'ensemble des disciplines, de l'anthropologie à la sociologie, de l'économie, aux spécialistes de sciences en religion, à l'histoire. Et de plus en plus, de toute façon, les musées ont compris que la lecture devait même se nourrir de d'autres dimensions. Beaucoup de musées d'art, par exemple, utilisent maintenant même la science pour expliquer l'histoire de l'art, utilisent la sociologie, et la même chose pour les musées, je dirais, de société en général. Ils font appel aussi aux sciences pures et dures, aux sciences physiques, aux sciences biologiques pour expliquer la réalité, parce que cette réalité est de plus en plus complexe. Donc nous sommes dans un lien réellement d'explication pluridisciplinaire. Deuxième remarque, on ne peut plus non plus expliquer une société sans comprendre les rapports entre la nature et la culture. Je ne suis pas ici en train de faire un discours écologiste, là, expliquer la nature uniquement comme l'environnement au sens écologique du terme, mais plutôt dans un sens large du terme, à la Jared Diamond, en disant que toute société s'explique aussi dans ses rapports avec son environnement direct, et que si les sociétés ne gèrent pas leur rapport avec leur environnement direct, ils sont menacés, ils peuvent disparaître. Et là, l'histoire nous raconte un certain nombre de sociétés qui ont mal vécu leur rapport avec leur environnement et qui ont été appelées à disparaître aussi. Donc, ce rapprochement, je dirais, avec la dimension très contextuelle des sociétés est de plus en plus importante. Autre défi pour un musée, le dynamisme. On accusait souvent les musées, et je pense avec raison, surtout lorsqu'on présentait une autre société, une autre culture, de vouloir figer cette culture-là dans une sorte de stéréotype ou dans une partie historique très forte. Et que souvent l'exposition ne rendrait compte que d'une partie de la société très figée, alors qu'on sait que toutes les sociétés évoluent et que toutes les sociétés sont dynamiques. Si vous faites une exposition sur les Dogons, vous pouvez très bien présenter les Dogons avant le contact avec les Européens, ou vous pouvez décrire aussi les Dogons en basket ou les Dogons dansant devant la Tour Eiffel. Il vous reste toujours les Dogons. Et donc, comment traduire ce caractère évolutif de la société, ce caractère dynamique, c'est quelque chose qui se pose comme un enjeu véritable pour les musées en général. Autre postulat de base, avant d'attaquer plus finement, c'est le caractère pluriel des visiteurs. Je pense que les musées ne parlent plus des visiteurs dans un sens global. Tous les musées ont compris qu'il y avait plusieurs types de visiteurs. Non seulement avec des profils socio-économiques différents, on est jeune ou vieux, riche ou pauvre, avec une formation ou pas, mais au-delà de ça, on a même des modes d'apprentissage, des modes de contact avec les réalités très différents. Il y a des gens qui apprennent par la sensibilité, en étant touchés. D'ailleurs, les musées de beaux-arts utilisent beaucoup cette démarche-là, devant les œuvres, le contact direct. D'autres personnes apprennent par la démonstration, on a besoin de leur expliquer les choses, A plus B est égal effectivement C, et d'autres personnes ont besoin d'expérimenter, de toucher, de manipuler des objets ou de voir réaliser un phénomène pour pouvoir aborder la réalité. Donc, quand on parle avec des visiteurs, on ne peut plus avoir une seule pensée unique de dire qu'on va communiquer et échanger avec un visiteur, puisqu'ils ont un profil excessivement pluriel. Au Québec, il y a 420 musées ou institutions muséales globalement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Que c'est beaucoup, premièrement. 420, c'est un bon chiffre. Et que dans le fond, presque tous les musées sont des musées d'histoire. Ne nous racontons pas d'histoire. Les musées d'art sont aussi des musées d'histoire de l'art. Les musées d'histoire naturelle sont des musées d'histoire de la vie, d'histoire de la terre.
Les musées d'ethnologie sont évidemment souvent des musées d'histoire. Les musées d'archéologie sont des musées d'histoire. Les lieux d'interprétation sont aussi des musées d'histoire. Christophe Pomian disait très bien que tous les musées ont pour vocation fondamentalement l'histoire. Mais c'est vrai que si on le distingue d'une façon un peu plus fine, que sous le vocable plus dur d'histoire et de société, sur 420, j'en ai dénombré à peu près 216. Donc souvent dans l'imaginaire collectif, le mot musée réfère aux beaux-arts. Si vous demandez aux gens dans la rue c'est quoi un musée, on va vous parler de peinture, on va vous parler de beaux-arts. Or la majorité des musées sont effectivement des musées d'abord et avant tout d'histoire, et même dans la grande catégorie plus globale, au moins la moitié dont la responsabilité est consacrée, concerne l'histoire de la société en général. Si j'ajoute à cet ensemble de domaines patrimonial tout ce qui est organisme de patrimoine ou centre d'archives, j'arrive plutôt à environ 1000 établissements au Québec. Donc 1000 établissements culturels qui s'intéressent fondamentalement à l'histoire. On peut avoir plusieurs remarques face à cette réalité. Premièrement, il faut rappeler aussi qu'il y a des disparités excessivement grandes. Si je vais prendre sur les 1000, je vais dire que les grandes institutions d'État, compris la Bibliothèque nationale par exemple, qui représentent en nombre à peu près 1% de ce 1000-là, et ils ont tout de même 32% du budget. Il y a donc des choses excessivement différentes dans ces chiffres, très inégales, et il faut reconnaître surtout que ce réseau est excessivement fragile à l'heure actuelle, dans une situation économique excessivement délicate. On parle d'institutions souvent qui ont 2 employés, 3 employés, qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts et qui reposent beaucoup sur le bénévolat. Et c'est une dimension, je pense que ceux qui s'intéressent à la question de l'histoire en général doivent réaliser que ceux qui portent l'histoire, c'est non seulement les professionnels, non seulement même les muséologues, mais beaucoup de bénévoles sur l'ensemble du territoire portent à bout de bras, avec leur passion et avec leur vision, la réalité historique des institutions ou d'une société en général. Ce qui est intéressant quand on regarde ces 420 institutions, on se rend compte aussi qu'il y a une répartition thématique assez grande, assez complexe. J'ai dénombré par exemple au moins 80 musées qui racontent l'histoire de villes ou de régions. J'en ai trouvé au moins 36 qui racontent l'histoire de la Nouvelle-France, 25 présentant des personnages historiques. Il y a donc là une assez grande variété et il y a des sous-sections. Par exemple, on peut se rendre compte que le gouvernement du Canada a eu une véritable politique de patrimoine, de mise en valeur du patrimoine, et a développé un véritable réseau à l'intérieur du Québec, mettant en valeur sa lecture effectivement de la société et de l'histoire, alors que le gouvernement du Québec n'a jamais fait de ce type de travail. Il y a d'autres types de réseaux, comme les économusées, qui, eux, se sont intéressés plus au savoir-faire, parce que l'histoire, c'est aussi la transmission non seulement de la connaissance historique, mais du savoir-faire, de l'expertise, qui ont développé un véritable réseau à travers le Québec. Donc, la lecture nous permet de voir que sous ce grand chapeau de 420 institutions, il y a des sous-réseaux, mais en même temps aussi qu'il y a des grands pans historiques qui sont manquants. Il y a très peu de musées, par exemple, sur le territoire qui concernent le travail et les travailleurs. On a une vision, il n'y a pas de lecture du travail des travailleurs. J'exagère, je peux vous en nommer quelques-uns, je caricature. Le musée du Fiermont, par exemple, serait un exemple. Mais très peu de musées du travail et des travailleurs. Très peu de musées sur les communautés culturelles du Québec, où on retrouve leur voix, leurs paroles, leur patrimoine. Très peu d'institutions, même très peu d'institutions sur les qu'on considère les personnages historiques. On n'a pas de musée Duplessis, on n'a pas de musée René Lévesque. Donc, des absences et des trous. Et je pense que ce serait très intéressant pour les universitaires qui se trouvent dans la salle d'ouvrir un chantier, un dossier pour essayer d'étudier quelle est l'écologie générale
et d'analyser dans le fond cette variété thématique pour voir si effectivement toutes les périodes historiques sont couvertes, tous les domaines sont couverts, toutes les régions sont couvertes, etc. L'autre chose qui est frappante, c'est effectivement que c'est la répartition géographique. On retrouve des musées sur l'ensemble du territoire, c'est vrai. On retrouve des musées sur l'ensemble du territoire. Pourquoi? Parce que souvent, ils sont liés à un phénomène historique très local. Un musée de la mine, en général, se retrouve à côté d'une mine qui est située dans une ville précise ou dans une région précise. Mais c'est vrai qu'il y a encore certains territoires où on retrouve peu de musées. Pour ne pas dire aucun musée. Il y a au moins une région administrative au Québec où on ne retrouve aucune institution muséale. Aucun musée, pardon. On retrouve des centres d'interprétation, des lieux historiques, mais pas de musée. Donc, pas de collection, pas nécessairement de tradition d'objets de protection du patrimoine. Et là aussi, on voit qu'il y a une répartition qui est fortement inégale sur le territoire, avec une courbe d'institutions, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui est absolument pas normale, c'est-à-dire qu'on a à la fois des petites institutions, des institutions intermédiaires et des grandes institutions. Au Québec, nous avons des petites institutions et des grandes institutions. La courbe moyenne reste, à mon avis, à développer fortement. Ce qui est frappant aussi, c'est le nombre et la diversité des collections sur le réseau muséal. On a essayé de dénombrer le nombre d'objets dans nos collections. On parle évidemment de millions d'objets conservés. C'est vrai que c'est parfois un peu faux, les chiffres, parce qu'en histoire naturelle, si vous comptez les papillons, vous augmentez considérablement le nombre rapidement. En archéologie, la même chose. On parle de 7 millions de pièces archéologiques au Québec. On dénombre tout de même 2 millions d'objets en histoire et en ethnologie, de 450 000 œuvres ou objets d'art, de 220 000 objets de sciences et de technologie. Il y a donc là aussi excessivement une grande variété, et dans le fond, vous présentez aussi une grande complexité, non seulement de conservation, de traitement de ces objets-là, mais aussi d'analyse. Est-ce qu'il y a eu une analyse de l'ensemble des collections? À ma connaissance, ça n'existe pas. Je ne pourrais pas vous faire un portrait pour vous dire quels sont les points forts et les points faibles de l'ensemble des collections sur le réseau muséal global. Je peux vous le faire par institution, je peux vous le faire même parfois par secteur, mais certainement pas d'une façon globale. C'est d'autant plus fort cette réalité-là que les musées, puisqu'ils sont fragiles et qu'ils se sont développés avec peu de moyens, ont développé des collections parfois par des champs de recherche, par des moyens de fouille, mais souvent par la contribution de donateurs privés et de collections privées. On développe les collections beaucoup par le collectionnement privé, donc pas par une démarche systématique, pas par une analyse fine d'un secteur, mais à partir de la passion, souvent compétente. C'est absolument pas un jugement qualitatif que je fais des collectionneurs privés. Au contraire, j'ai beaucoup d'admiration et de respect, et souvent ils sont plus compétents que les conservateurs. C'est pas de ça qu'il s'agit véritablement. Mais leur choix repose sur leurs convictions personnelles, sur leur lecture personnelle. Ils finissent par faire une œuvre, avoir une collection immense qu'ils donnent par la suite effectivement aux institutions muséales, qui doivent en gérer la conservation et continuer le développement. Souvent, les musées ont la difficulté à absorber même ces donations-là, parce que derrière toutes ces donations, il faut les traiter. Et en plus, on comprend très rapidement que ce n'est pas les musées qui donnent le ton, le là, qui fixent les priorités, mais les collectionneurs qui sont des collectionneurs extérieurs. Et c'est vrai que les musées sont soumis à cette réalité de la pression extérieure de protection du patrimoine, et que ce n'est pas nécessairement eux qui décident de l'agenda scientifique. La pression sur le patrimoine religieux à l'heure actuelle auprès de l'ensemble des institutions muséales est assez claire à ce propos. C'est d'autant plus intéressant que les collections sont aussi des collections que les conservateurs doivent étudier, mais on ne sent pas dans le milieu universitaire à l'heure actuelle une véritable passion, un véritable intérêt pour les collections et les objets.
On en a beaucoup pour les discours, pour l'idéologie, pour la pensée, pour les courants sociaux. Mais depuis quelques années, il y a eu un désintérêt de la part des collections en général. Et je pense qu'il y a encore un travail énorme à faire. Et il y a un véritable potentiel, un bassin d'informations qui existent, qui sont sous-exploités, parce que le milieu muséal n'a pas réussi à faire un véritable pont avec le milieu scientifique universitaire notamment, et avec d'autres centres de recherche pour pouvoir véritablement documenter et présenter ces collections d'une façon fine. Donc les musées ont la pression de ces collections à conserver, la pression du choix à faire, parce qu'ils ne peuvent pas tout conserver. Et ce choix, parfois, donc, ne le possèdent pas complètement parce qu'ils sont soumis aussi à des collections extérieures et notamment aux collections, par les collections privées. Si les collections présentent effectivement une fonction importante du musée, parce que sans collection, un musée, ça n'existe pas. Ça s'appelle un centre d'interprétation, ça s'appelle un lieu de diffusion. Un musée, sa première fonction, ce sont les collections. Sa deuxième fonction, ce sont les publics. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les publics? On peut dire aussi là plusieurs choses. Premièrement, on peut dire que ça va relativement bien. Au Québec, 12 millions de personnes visitent les institutions muséales. C'est tout de même pas si mal, quoi. Hein? Et on voit que partout à travers le monde, il y a une augmentation de la fréquentation muséale. Il y a un engouement pour les musées. Le seul chiffre qui est en baisse dans ce tableau, c'est le chiffre de la clientèle scolaire, si je fais une comparaison d'année par année. Autrement, c'est en augmentation presque continuelle. Mais la clientèle scolaire, pour des raisons aussi, là, je pense, d'abord et avant tout économiques, parce que les élèves sortent moins, les professeurs ont moins de moyens pour faire sortir leurs élèves. Il y a eu une baisse de la clientèle scolaire en général. Donc, les musées sont relativement fréquentés, et on voit qu'au cours des dernières années, de 1979 à 2004, là, qu'il y a eu une progression. Il y a d'autres secteurs culturels qui sont en baisse, mais les musées continuent à jouer un rôle excessivement important dans la diffusion de la culture en général. Il y a donc d'un côté une bonne nouvelle. Par ailleurs, pour tous les musées, il y a trois autres enjeux qui sont liés à ces publics-là. Le caractère démocratique, la démocratisation culturelle n'est pas réglée et, à mon avis, ne sera pas réglée avant très longtemps. Ça demeure une utopie nécessaire, mais ça demeure un enjeu excessivement important. Lorsqu'on regarde le profil socio-économique des visiteurs de musées, il est inversement proportionnel au profil socio-économique de la population. Je le dis au Québec, c'est la même chose en Europe, hein, c'est pas quelque chose d'exclusif. C'est sûr que plus on est instruit, plus on va au musée. Lorsqu'on est analphabète, et je fais remarquer que 10% de la population est considérée en voie d'alphabétisation ou pratiquement analphabète, c'est sûr qu'on n'a pas le réflexe premier d'aller au musée. Mais vous avez 10% de la population déjà, donc vous ne touchez pas. Le vrai défi pour les musées à l'heure actuelle, c'est d'élargir cette base et de l'élargir pour toucher l'ensemble de la population et d'offrir des services non seulement aux gens qui sont déjà des universitaires ou déjà une formation collégiale ou déjà une formation secondaire, mais même des gens qui n'ont pas de formation, qui savent peu lire, peu écrire. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir comme service? Et je pense que cette idée-là est centrale pour les musées à l'heure actuelle. Les études récentes de la Cour des comptes en France ont démontré que malgré les investissements considérables que le gouvernement français avait fait en matière de démocratisation culturelle, les résultats étaient très minces. Et c'est vrai que sur un plan comptable, un pur financier vous dirait que ça prend un investissement considérable pour gagner quelque part de marché relativement faible. Il n'en demeure pas moins que nous sommes des institutions publiques et que notre responsabilité, c'est d'offrir des services à l'ensemble des citoyens et pas uniquement à une classe de citoyens. Et les musées sont dans cet enjeu fondamental de la démocratisation culturelle. Ils le sont aussi d'une autre façon. Pourquoi je ne dis pas juste démocratie, mais démocratisation culturelle?
On ne peut plus considérer notre rapport avec les visiteurs uniquement en forme de sachant à ceux qui ne savent pas, hein, dans une relation de pouvoir de maître à élève, mais plutôt de donner la parole, de construire avec, de dialoguer, de bâtir ensemble un discours. Et ça, c'est un changement profond de la part des musées et des muséologues qui ont été obligés de changer leur pratique professionnelle, non seulement en préparation des expositions, mais aussi en termes de médiation et d'activité culturelle. On le sait pour les Autochtones en général, depuis des années, depuis les années 70, qu'on n'accepte plus que uniquement des gens extérieurs parlent des Autochtones. Il faut parler avec les Autochtones, des Autochtones. C'est la même chose pour l'ensemble du public en général et l'ensemble de la population et l'ensemble des citoyens. Les gens sont de plus en plus exigeants pour avoir aussi une part de parole et d'écoute et de participation active. Et le musée, dans ce sens-là, devient donc un lieu de plus en plus citoyen. Autre remarque que je voulais faire en termes de public, c'est en matière d'impact. On s'imagine toujours que l'impact, je reviens à la première phrase qui était écrite au tableau tout à l'heure, qui était la phrase d'historiens qui ont travaillé la Cité nationale de l'immigration à Paris, dans la construction de l'exposition permanente, donc ce choc de la rencontre entre historiens professionnels et muséologues. Pour nous, on a mesuré, comme muséologue, on a mesuré bien sûr que l'impact était multiple. Souvent, les historiens professionnels, souvent les spécialistes s'imaginent qu'on ne parle que de connaissances. Notre impact n'est pas nécessairement uniquement au niveau de la connaissance. Et que l'enjeu pour nous dépasse véritablement la connaissance. Et je le relie à la problématique de la fidélisation de la façon suivante. Si vous voulez avoir un impact social, si vous voulez entamer un dialogue avec les gens et avoir une influence sur la société, vous ne pouvez pas le faire par une seule visite, par une seule découverte du musée, par une seule exposition temporaire, par une seule activité éducative. Et il faut le faire par une pratique d'aller-retour, de contact, de fréquentation de l'institution. Il ne faut plus recevoir les gens une fois aux 5 ans. Vous n'avez pas d'impact, ils viennent voir votre exposition, 5 années après, ils viennent voir une autre exposition, c'est sympathique, c'est bon pour la billetterie, mais vous n'avez pas un impact social. Vous avez un impact social en autant que les gens vont venir pendant 5 fois pendant l'année, et que vous allez développer avec eux une véritable connivence, et au bout de 5 ans, ils vont avoir fait 25 visites avec vous, et qu'ils vont avoir échangé 25 fois avec vous. Et c'est cet enjeu de la fidélisation est lié aussi pour nous à la perception de l'impact et du changement. Donc, on se dit que le musée est un lieu qui est un lieu de connaissance, c'est évident, c'est ce qui nous distingue de Walt Disney, hein, qui est un lieu d'enchantement, mais pas nécessairement un lieu de connaissance. Mais nous aussi, on se perçoit comme un lieu de réflexion, et que pour nous, le contact avec le musée, c'est au-delà de la connaissance, c'est de provoquer, de permettre la réflexion. C'est de donner le goût d'eux. On ne pense pas que la visite se termine à la fermeture de la porte d'une salle d'expo. On pense qu'on continue chez soi à réfléchir à ce qu'on a vu, à ce qu'on a touché, et on espère donner le goût à aller plus loin par la lecture, par d'autres musées, par des recherches personnelles, par la discussion, la convivialité, à aller plus loin dans cette chose-là. Je suis long, peut-être? Oui. C'est très difficile dans 30 minutes de vous dire ce que je voulais tout dire. Cela est d'autant plus important, mais je veux passer rapidement sur cette partie-là, qu'on peut avoir une lecture effectivement de notre société de bien des façons. Mais je sais par expérience qu'il y a un certain nombre d'enjeux qui sont liés à nos sociétés contemporaines qu'on retrouve aussi chez nos visiteurs. On est de plus en plus dans une société de savoir, hein? Il ne s'agit pas juste d'en faire une propagande et un slogan. C'est vrai que l'idée de la connaissance entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose d'assez déterminant. D'où l'importance de l'éducation, de la formation, mais aussi d'où l'importance de plus en plus grande dans nos sociétés de la place de la science. Et ça,
c'est fondamental. La plupart de nos enjeux contemporains qu'on doit traiter comme société sont des enjeux de société et de science. Et les questions scientifiques font de plus en plus la une. Et si on n'a pas la culture scientifique pour comprendre l'enjeu contemporain, on a une véritable faiblesse comme citoyen. Donc l'enjeu pour le citoyen, c'est de permettre de continuer dans une formation continue à approcher la question scientifique pour pouvoir aborder les questions sociales. Vous ne pouvez pas parler du changement climatique ou de la manipulation du vivant sans avoir un minimum de connaissances scientifiques. Et je pourrais dire que l'enjeu véritable pour nous, c'est aussi d'ouvrir le citoyen à la démarche et à la conscience scientifique. Autre contexte, mondialisation. Il n'y a plus aucun citoyen qui se considère comme un citoyen local. Nous sommes Québécois, Nord-Américains et citoyens du monde. Et ce qui se déroule en Israël nous concerne comme ce qui se déroule à Montréal. Et tous les citoyens se sentent concernés par l'humanité en entière. Et la lecture qu'ils font de la réalité ne peut pas qu'être une lecture locale. Elle est toujours en référence à une lecture internationale ou à une lecture aussi extérieure. Nous sommes dans un monde mondialisé. Et de toute façon, notre formation vient d'un monde mondialisé. Nous sommes en contact aussi avec l'extérieur. Arrêtez de penser les sociétés repliées sur elles-mêmes, quelque chose de fondamental, et c'est directement lié à la diversité culturelle. Je passe sur la technologie parce que vous savez comme moi l'impact fondamental des changements technologiques sur nos sociétés, parce qu'il va y avoir un avant et un après la technologie numérique. Mais en même temps, on sent aussi qu'il y a des émergences culturelles, comme le caractère pluridisciplinaire. Si vous fréquentez d'une façon régulière le théâtre, la danse, la musique, vous voyez bien que la partie de l'interdisciplinaire, du pluridisciplinaire, ou de ce qu'ils appellent de plus en plus l'indisciplinaire, est de plus en plus fort. Vos spectacles de danse intègrent maintenant de l'audiovisuel, des technologies, font appel à des plasticiens, etc. Il y a une véritable démarche forte sur le pluridisciplinaire, et le public est en attente de ce pluridisciplinaire-là aussi, parce qu'ils ne sont pas univoques. Et en même temps, on est dans une culture d'expérimentation. Les gens ne sont plus uniquement dans une culture de spectacle à l'extérieur, ils sont dans une culture où ils doivent expérimenter des choses et vivre une expérience totale. Ils sont à la recherche de lieux qui vont leur faire quitter leur monde pour vivre une nouvelle expérience, et en même temps réclament de plus en plus devant la difficulté de décoder le monde, la nécessité de la médiation. D'autant plus que pour les musées, ils doivent se poser la question sur de quel savoir, qu'est-ce qu'on doit faire comme médiation. Déjà, Jacques Delors à l'UNESCO distinguait entre les connaissances, les compétences, le vivre ensemble, l'éducation à être, et la même chose Edgar Morin qui disait que le rôle des maisons d'enseignement et donc des musées était d'enseigner d'abord et avant tout la condition humaine, l'identité terrienne, c'est-à-dire que nous avons une responsabilité globale sur la Terre, mais au-delà de la connaissance, comment aborder la question des incertitudes, comment enseigner à affronter les incertitudes, comment enseigner aussi la compréhension de l'autre, le dialogue interculturel, comment enseigner l'éthique du genre humain. Et c'est ça, ce sont de nouvelles perspectives, je dirais, de transformation qui changent fondamentalement la médiation pour les musées. Nous ne sommes plus des lieux qui ne font que de la formation, que de l'information et du transfert de connaissances. Nous sommes des lieux qui peuvent poser des questions aussi fondamentales que celles de la gestion de l'incertitude, de la condition humaine, de notre responsabilité collective, du dialogue interculturel. Et vous avez compris, comme moi, qu'on rentre dans des équilibres excessivement difficiles entre la notion de connaissance et la notion de loisir pour les visiteurs, entre le local et le global, entre les lieux pérennes, mais en même temps cette idée de renouvellement, entre la rupture du quotidien et la continuité et la recherche du rêve qui doit se faire. Il y a eu des évaluations, M. Letourneau a fait écho, je ne vais pas reprendre ça parce que vous les reprenez dans vos travaux sur le passé, mais ce qui me frappait dans les évaluations, c'est un certain nombre de choses qui ont été portées davantage sur les expositions permanentes.
D'ailleurs, je trouve ça assez intéressant qu'on appelle ça encore ici des expositions permanentes, parce que c'est une référence au temps, hein, à l'histoire. Pour moi, ça ne veut strictement rien dire d'ailleurs, une exposition permanente, sinon de dire que ça dure trop longtemps. C'est la seule chose que ça veut dire. Ce sont des expositions de synthèse et de référence qui racontent, dans le fond, le projet culturel d'une institution. Au Musée de la civilisation, elles sont fondamentalement historiques sur le territoire, sur l'histoire du Québec et sur les Autochtones en général. Ce qui est frappant quand on regarde les études, ce que j'ai retenu principalement, si vous me permettez, c'est là aussi une variété de réactions. Premièrement, le public est pluriel, que les Québécois, souvent dans les positions historiques, se reconnaissent et ont besoin de ces expositions historiques pour se connaître et se reconnaître, que les touristes en ont besoin aussi pour connaître l'autre. Ils viennent dans cette ville aussi, ils viennent au musée pour découvrir la réalité québécoise. Et qu'en découvrant cette réalité, ça les renvoie à leur propre histoire et ils se définissent eux-mêmes par leur propre histoire face à l'histoire du Québec. Toujours en système de comparaison, négatif, positif, peu importe, en système de reconnaissance. Donc, que ce soit pour la reconnaissance identitaire nationale ou pour des reconnaissances identitaires nationales de d'autres nations, ça fonctionne très bien. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a l'équilibre de l'âge et le goût même chez les plus jeunes. On aurait toujours pensé qu'il y avait peut-être des différences, des variations, mais la provenance géographique, la scolarité, bien sûr, compte tenu de ce que j'ai dit, je ferai les nuances. Ce qui me frappe, c'est aussi le besoin des gens qui viennent au musée d'avoir une ligne du temps pour décoder ce qu'on leur présente. Et le reproche qu'on peut faire à une de nos expositions sur les Premières Nations, le reproche qu'on fait souvent, c'est qu'on présente les Premières Nations, mais on n'a pas de ligne du temps. Et les gens ne savent plus, ne savent pas trop, le visiteur est perdu. Alors qu'une exposition comme le Temps des Québécois, il y a une véritable ligne du temps, et on sait que les visiteurs apprécient cette ligne du temps. Donc le musée sert à cadrer, à fixer un peu la pensée, et c'est une chose qui est absolument recherchée en termes d'identité, de référence. Ce qui m'a frappé aussi, c'est la force émotive des objets. Dans toutes les études, et c'est pour ça que je reviens, que j'ai parlé tout à l'heure des collections, de l'importance des collections, et je pense du pouvoir véritable des musées, c'est que les objets sont porteurs d'émotions et porteurs de sens, et dégagent une force absolument extraordinaire. Alors pour les visiteurs réguliers du musée, on l'a constaté dans nos études, mais on l'a constaté aussi dans un programme de médiation culture à santé, où le musée est allé à la rencontre de personnes âgées dans les maisons spécialisées, hein, souvent des gens en perte d'autonomie, souvent qu'ils étaient Alzheimer d'ailleurs, donc avaient des problèmes de mémoire. Et ce qui était extraordinaire, en faisant cette expo et cette médiation qui pouvait durer jusqu'à 30 heures, hein, c'est un véritable travail avec des équipes, c'est qu'on a vu les effets bénéfiques, visibles, auprès de ces participants, de cette clientèle qui avait perdu la mémoire ou qui avait perdu même le goût de la parole, qui ne parlait plus, et qu'au contact d'objets anciens qu'ils pouvaient toucher, manipuler, qu'on leur présentait, ils ont développé le goût de raconter, le goût d'échanger avec l'autre, et ils ont eu une valorisation aussi de l'estime de soi. Donc un véritable changement émotionnel, personnel, une transformation de la personne liée au contact et à la rencontre avec l'objet, et je pense que c'est ce qui fait la force véritable du musée. On n'était pas dans la connaissance pure et dure, je l'avoue, hein? On était dans la réminiscence, on était beaucoup dans la mémoire nostalgique, on était beaucoup dans ce type de rapport avec l'objet, mais on a vu qu'il y avait un impact considérable sur les personnes et que pour nous, changer les personnes demeure un objectif fondamental du musée. Je le fais d'autant plus avec modestie que d'un côté, je crois que les musées sont de plus en plus des lieux nécessaires dans notre société, parce qu'il y a très peu de lieux de synthèse et de référence qui racontent une histoire et qui ramassent. Il y a les bibliothèques et les musées. Une fois que vous avez quitté l'école, que vous n'êtes plus au collège, à l'université, comment continuer à se nourrir sans les bibliothèques et sans les musées? Les musées sont devenus des lieux incontournables de synthèse et de référence, de formation continue tout au long de la vie pour les citoyens.
mais ils sont devenus de plus en plus des lieux surtout de découverte et d'ouverture sur des choses inattendues et des lieux de réflexion. Pas uniquement de connaissance, des lieux de réflexion et d'engagement citoyen. Et dans ce sens-là, pour moi, il demeure des choses incontournables. Je vous remercie.